Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième cause mondiale des divorces et des séparations après l'infidélité. Amen. Qui est l'égoïsme. Donc, notre thème de ce soir, c'est l'égoïsme dans le couple. Quel impact? On peut déjà, je ne sais pas comment on partage. Bon, moi, je ne sais pas partager, donc je laisse ça comme ça. Ok. Tout donner sans rien recevoir en retour, l'égoïsme en amour provoque de véritables catastrophes personnelles dans le couple. Et dans le couple, l'égoïsme n'est pas attentif. Dans le couple chrétien, dans le couple de l'enfant de Dieu, c'est vrai que l'égoïsme a une définition propre à elle, mais dans le couple chrétien, ou bien dans le couple, dans l'égoïsme, dans le couple, c'est quand le couple, dans le couple chrétien dont je parle, l'égoïsme n'est pas attentif aux besoins de son conjoint ou de sa conjointe. Il pense plutôt à ses propres besoins. Et donc, par exemple, vous êtes, je donne un exemple, vous venez du boulot, vous quittez au boulot et vous venez à la maison sans même dire à votre conjointe que vraiment j'ai quelque chose à faire. Après le boulot, je vais aller soit au sport, après le boulot, soit je vais aller voir des amis ou bien faire une réunion. Vous ne faites pas cela et vous n'avertissez même pas votre conjoint ou votre conjointe. Vous, sans lui dire un mot, vous décidez tout seul de faire ce que vous avez envie de faire. Et donc, votre conjoint ou votre conjointe vous prend sur les faits accomplis. Et vous faites les tâches tout seul, comme d'habitude. Ça peut être les assiettes, ça peut être le ménage de la maison, ça peut être s'occuper des enfants, et vous le faites tout seul. Sachant aussi que vous aussi, vous venez du travail, vous avez aussi besoin de cette pause-là, et vous avez besoin de repos. Mais votre conjoint ne réalise pas votre besoin aussi en tant que personne. Votre conjoint ne réalise pas que vous avez besoin aussi de quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un à votre côté. Vous avez besoin de pause. Parce que ici, par exemple, en Europe, il est difficile d'avoir des domestiques ou des servantes à la maison. Et donc, quand on est dans le foyer, on doit avoir de la complémentarité. Mais le plus souvent, l'un des conjoints ne le comprend pas. Et il y a seulement un seul côté de la balance qui pèse sur une personne. Et ce genre de comportement répété devient une frustration qui s'installe petit à petit. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Mais ce soir, nous allons parler d'une dame qui dit... Ouais, ça va être là. Nous allons parler de cette dame-là qui dit que vous pouvez aussi appeler au numéro 075 quand vous serez prêt. 75 70 64 00 94. Voilà. Ce soir, nous parlons de cette dame-là qui dit qu'elle a croisé son mari. Ils vivent depuis plusieurs années ensemble, mais il se trouve que ce monsieur-là, il ne travaillait pas au moment où elle le croisait. Il ne travaillait pas au moment où il se mariait. Il observait un moment de croix. Et donc, excusez, pardonnez, ne m'appelez pas. Et donc, ce monsieur-là, et donc cette femme-là, elle a pris toutes les factures, elle a pris tout ce qu'il fallait, tout pesait sur elle. Et donc, elle faisait les travaux de la maison parce qu'elle aimait son mari et elle se disait que son mari observait un moment de croix. Elle se disait que son mari était attentif à elle et tout et tout. Donc, elle le faisait parce que pour elle, son mari observait un moment de croix, un moment de faiblesse et tout. Donc, sans mot dit, elle le faisait par amour. Elle s'occupait des enfants, elle s'occupait de la maison et en plus, elle allait au travail, elle payait les factures, elle payait même la maison, elle faisait tout ce qu'il fallait faire. Et à un moment donné, ce monsieur-là a eu du travail. À un moment donné, Dieu l'a restauré, il a eu du travail, il a eu tout ce qu'il pouvait faire et tout, il a eu un salaire. Maintenant que c'est le temps pour lui d'aider sa femme, de venir au secours de sa femme, il refuse. Il refuse d'aider sa femme, il refuse de vraiment participer aux charges de la maison, il refuse de participer aux charges du foyer. Et donc cette femme-là,
elle a commencé à se plaindre pour dire, bon, écoute, je faisais cela parce que tu ne travaillais pas, mais aujourd'hui que tu travailles, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides. Mais le monsieur, il refuse sous prétexte que quand je ne travaillais pas, tu t'occupais bien de la maison, tu t'occupais des enfants, tu t'occupais du foyer et tu t'occupais de tout dans la maison. C'est pas aujourd'hui que je travaille qu'il faut forcément que je participe. Et d'ailleurs, tu as les allocations des enfants, tu peux t'en occuper. Et donc, cette femme-là, elle est dans la frustration. Cette femme, elle est dans la dépression parce que c'est devenu trop de charges pour elle. Et comme c'était elle qui gérait la maison au préalable, il s'est trouvé que presque toutes les factures sont à son nom. Et donc, elle n'a pas envie de salir son nom dans l'administration. Donc, elle est obligée de faire face à cela et elle est obligée de parler de cela. Donc, en fait, l'égoïsme exige aux autres de vivre comme lui, il le souhaite. L'égoïsme exige aux autres de marcher comme lui, il entend, comme lui, il veut, sans chercher à comprendre comment il peut faire pour aider, comment il peut faire pour apaiser. Amen. Et donc, nous voyons que l'égoïsme, il continue dans sa bêtise. Donc, c'est pourquoi souvent, nous voyons ce genre de choses. Et il y a plusieurs autres exemples, il y a plusieurs personnes, mais je voulais vraiment me focaliser sur cet exemple-là afin d'apporter un éclairci. Et si vous aussi, vous avez un constat, ou bien vous avez envie de participer, c'est le 075 70 64 00 94, ou bien vous pouvez mettre en commentaire aussi qu'est-ce que vous pensez, ou bien si vous avez déjà vécu des cas d'égoïsme, si vous en connaissez, vous pouvez toujours les mentionner. Parce que souvent, le conjoint égoïste ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il ne se rend pas compte qu'il dérange souvent. Et donc, souvent, quand tu ne dis pas à ton conjoint ou à ta conjointe, ah, voici, lui-même, souvent, il ne se rend pas compte. C'est vrai qu'il peut savoir qu'il est égoïste, mais souvent, il ne s'en rend pas compte. Amen. Et donc, l'égoïsme, souvent, peut avoir une forme positive. C'est vrai, être égoïste, ça peut avoir une forme positive en ce sens que le fait de partager sa vie, le fait de partager tout ce qu'on a avec l'être aimé. On peut sécuriser pour se dire, bon, par exemple, tu veux pas que ton conjoint, il aille ailleurs, tu ne veux pas que ton conjoint, il dépense son argent, tout ça, c'est une façon d'être égoïste parce que tu le maintiens toi seul, tu le maintiens tu le maintiens toi seul et tu ne veux pas qu'il dilapide, par exemple, les biens du foyer, tu ne veux pas qu'il marche avec un certain nombre de choses. Ça peut être des conseils, mais ça peut être l'égoïsme aussi parce que tu le fais dans ton intérêt. Donc ça, c'est une façon positive d'être égoïste. Mais ce dont nous voulons parler cet après-midi, nous voulons parler de l'égoïsme nuisible, l'égoïsme malsain et l'égoïsme vraiment qui détruit, qui dérange. Amen. Donc, comme d'habitude, nous donnons nos avis à la lumière des Écritures. Et c'est pour cela que nous allons aller dans 2 Timothée 3, de 2 à 3. Je prends la parole du Seigneur. Nous allons prendre ensemble 2 Timothée 3, de 2 à 3. Voilà. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et donc ça, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Parlons des égoïstes. Il dit les égoïstes seront amis de l'argent, c'est-à-dire qu'ils vont penser à leur propre intérêt. Ils vont penser à eux, leur manière de vivre. Ils vont penser seulement à eux. Ils vont penser seulement à eux. Et aussi, nous allons lire dans Romains 15, le verset 1 à 2. Il dit, nous sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification.
Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Amen. Donc, voici ce que la parole de Dieu dit. En tant que chrétiens, nous devons vraiment aimer, nous devons faire des choses sans tenir compte des autres, sans tenir compte du fait qu'on en tire un profit, on en tire un gain, on en tire quelque chose. C'est ce que la parole de Dieu déclare, parce que Christ même, il s'est donné par amour. Donc nous aussi, nous devons nous donner par amour. Souvent, le plus souvent dans les couples, chaque personne, chaque individu dans le couple cherche son propre intérêt. Il y a même des femmes qui font des Western Union en Afrique sans même que le mari ne soit au courant. Il y a des femmes qui font des Western Union sans que le conjoint ne soit au courant, sans que les charges de la maison ont été faites. Il y a des femmes qui construisent, comme il y a des hommes qui construisent aussi au pays sans même informer leur conjoint. Et ça, c'est de l'égoïsme parce que tu le fais dans ton intérêt. Donc ce soir, nous voulons parler de l'égoïsme dévastateur. L'égoïsme, le mot égoïste tire ses origines du latin ego, qui veut dire je, moi. Donc l'égoïsme est l'attachement excessif à soi-même, son propre intérêt au mépris des autres. Les autres, ça peut être les amis, mais ici, nous parlons du conjoint, nous parlons donc de l'époux. Donc lorsque nous sommes égoïstes, nous n'obéissons pas à la vie de Christ. Nous n'obéissons pas à la nature de Christ, qui s'est sacrifié pour nous, qui s'est donné lui-même en sacrifice pour nous. Donc nous n'obéissons pas à cela parce que nous n'avons pas l'amour du prochain. Et notre premier prochain que nous devons aimer, c'est celui-là que Dieu a mis à côté de nous, qui est notre femme ou bien qui est notre mari. La Bible dit que nous devons les aimer comme Christ a aimé l'Église. Mais on se rend compte que le plus souvent, chacun cherche son propre intérêt, chacun cherche ce qu'il a à faire. Donc ici, ce soir, comme nous dit, on a 30 minutes, c'est vrai qu'on a commencé en retard, mais nous allons parler du cas, des différents cas d'égoïsme. Amen. Donc vous pouvez toujours appeler, je ne sais pas, vous pouvez toujours appeler. Ce téléphone-là me fatigue, je ne sais pas comment. Ok. Vous pouvez toujours appeler au numéro vraiment 075 70 64 00 94 si vous avez des questions. Mais ce soir, comme on le dit, notre rubrique fait 30 minutes et moi, je n'arrive pas à partager sur l'autre page, donc je ne sais pas trop comment ça se fait. Donc, nous allons parler des signes d'égoïsme. Amen. Nous allons parler des signes d'égoïsme. Donc, quels sont les différents signes d'égoïsme que nous pouvons souligner? D'abord, en premier, vous attendez que votre partenaire vous écoute. Vous déversez votre colère sur cette personne. Vous déversez tout votre venin sur votre conjoint ou votre conjointe. Mais vous ne lui offrez pas la même attention en retour. Donc, vous voulez seulement parler pour qu'on vous écoute, mais vous n'écoutez pas les autres. Ça, c'est une manière d'être égoïste. Et aussi, le deuxième cas de signe d'égoïsme dans la vie d'une personne, c'est que vous restez silencieux et vous vous renfermez sur vous au lieu d'évoquer les problèmes avec maturité pour qu'on puisse affronter ces problèmes-là. Mais vous ne le faites pas. Vous restez recroquevillé sur vous. Quand on vous demande, non, il n'y a rien. Non, en tout cas, c'est bon. Non, je me sens bien. Mais vous voyez qu'au-dedans de vous, vous souffrez. Vous voyez qu'au-dedans de vous, vous êtes en train de vivre une situation que vous n'aimez pas. Et souvent, vous avez en tête, est-ce que ça vaut la peine de rester dans la relation? Est-ce que ça vaut la peine de rester? Je vais partir. Parce que vous n'osez pas briser le silence. Et c'est pourquoi cette émission a été faite pour dire briser le silence, briser le tabou, parce que vous n'êtes pas seul dans la situation. Vous n'êtes pas seul dans la situation. Il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation-là. Et puis, en troisième position, vous voulez toujours avoir raison. C'est-à-dire, quand il y a un problème, vous n'attendez pas, vous voulez qu'on vous dise que vous avez raison, vous voulez toujours forcément avoir raison. Ça, c'est une façon d'être égoïste parce qu'il faut aussi écouter l'autre, il faut se remettre en cause et comprendre ce qui n'a pas marché et comprendre ce qui ne va pas. Mais vous restez toujours figé sur vos opinions, vous restez toujours figé sur ce que vous voulez faire.
Amen. Et il y a aussi la quatrième position où toujours vous êtes en train toujours d'accuser votre conjoint. Vous n'êtes pour rien. Tout ce que vous faites est bien. Tout ce que vous faites est génial. Mais c'est votre conjoint toujours qui a des problèmes. C'est votre conjoint toujours qui fait le mal. C'est votre conjoint toujours qui n'est pas là où il faut qu'il soit. Et cela est dérangeant parce que vous ne vous remettez jamais en cause, comme je le disais tantôt. Vous ne vous remettez jamais en cause. C'est vous qui avez toujours raison. C'est vous, en tout cas, qui avez tout le temps raison. Et vous ne vous remettez pas en cause. Donc, vous devez aussi vous remettre en cause. Le fait de chercher à avoir raison tout le temps face au conflit est un signe d'égoïsme. Et aussi, vous vous vexez quand l'autre veut faire des choses sans vous. Le plus souvent, vous faites des choses, vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre monde, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous faites ce que vous voulez, sans même compter, sans même penser à l'autre, sans même se dire que bon ben, écoute, j'ai un conjoint à respecter, j'ai une femme à respecter, j'ai un mari à respecter. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Quand vous êtes chrétien, vous avez envie de jeûner, vous ne demandez même pas la permission à votre mari pour dire, écoute mon mari, je vais jeûner tant, tel jour, de tel jour à tel jour. Non, vous ne faites pas ça. Selon que le Saint-Esprit vous inspire, selon vous, vous faites ce que vous avez envie de faire. Quand ça vous prend, vous devez aller visiter un frère. C'est vrai que vous faites l'œuvre de Dieu, mais il y a aussi le conjoint qui est à côté de vous, que vous devez respecter. Donc, vous faites les choses sans même tenir compte de celui qui est à côté de vous. Et cela détruit le couple, cela brise les relations dans le couple. C'est vrai que le partenaire ou la partenaire ne peut rien dire, parce qu'il ne veut pas être celui-là qui se bat contre Dieu. Mais quand nous sommes chrétiens, nous devons user de sagesse. Le plus souvent, même, ce n'est même pas des jeûnes et prières, mais on passe tout le temps à l'église. Oui, oui. On passe tout le temps à l'église. C'est-à-dire, on a la réunion des jeunes, réunion des hommes, réunion des femmes, réunion des leaders, réunion des intercesseurs. Et on passe tout le temps à la maison. Quel temps on va avoir pour sa maison? Quel temps on va avoir pour son foyer? Quel temps on va avoir pour tout cela qui vraiment, que Dieu nous a donné? Mais non, on continue dans notre bêtise et on pense que ce que nous faisons est vrai. Donc, pour un rien, on est vexé quand l'autre, maintenant, il fait des choses sans te dire. Tu es vexé. Parce que, il fait ces choses, il ne me dit pas. Je suis sa femme, il ne me dit pas. Je suis son mari, elle ne me dit pas. Non, mais c'est toi qui as commencé, madame. C'est toi qui as commencé, monsieur. Donc, il faille que tu puisses considérer celui-là qui est auprès de toi. Et le sixième point, c'est que vous critiquez tout, ses amis. Ça veut dire que vous critiquez tout. Dans la maison, vous critiquez tout. Tu marches, tu traînes les pas. Tu fais ça. Tout ce qu'il fait, vous critiquez. Tout ce qu'elle fait, vous critiquez. Tu traînes les pas dans la maison. Je n'aime pas tel ami. Quand je dis il ou elle, c'est dans les deux sens. Hein. Donc, c'est comme si... c'est comme ça. Vous critiquez tout. Vous critiquez sa famille. Vous critiquez ses amis. Ne m'appelez pas, excusez-moi, ne m'appelez pas, pardonnez. Voilà. Excusez-moi. Vous critiquez tout. Vous critiquez ses amis. Vous critiquez ses parents. Ton frère, il est comme ça. Ton frère, quand il vient, il dure chez nous ici. Quand ta soeur vient, elle dure ici. Vous critiquez ses amis. Tes parents demandent trop l'argent. Tes parents sont ceci. Tes parents sont cela. Mais vous ne voyez pas vous-même que vos parents aussi, vous occupez de vos parents, mais vous ne voyez pas ce côté-là. Vous voyez seulement le côté du mari ou bien le côté de la femme dont les parents exagèrent, dont la famille exagère, dont les enfants exagèrent. Et malheur à cette personne-là, s'il y a des enfants qui n'ont pas été conçus dans le couple, là encore commence, la mère de ta fille là, le père de ton enfant là, c'est comme si. Parce que nous critiquons tout. Donc critiquer aussi tout, critiquer les amis, critiquer les parents, critiquer les enfants est une forme d'égoïsme. C'est un signe aussi qu'on est égoïste. Et le septième point, vous ne considérez pas les besoins de votre partenaire. Oui, je veux vraiment m'appuyer sur ce point-là parce que vous ne respectez pas les besoins de votre partenaire. Souvent, votre partenaire vient du travail.
Souvent, votre partenaire est fatigué. Souvent, votre partenaire vraiment a eu une journée dure. Mais si tu es un homme, c'est là maintenant, tu as dit, oh non, je veux la femme, elle va faire la cuisine. C'est là que tu vas croiser tes bras. Pourtant, tu pouvais l'aider à faire la vaisselle. Nous pleurons aussi qu'on veut la complémentarité dans les couples, on veut avoir la parité dans le couple. Mais on ne l'applique pas dans le couple. Il y a des travaux domestiques de la maison qu'on considère que non, c'est la femme qui doit le faire. Il y a des travaux qu'on considère que non, c'est l'homme qui doit le faire. Non, c'est pas cela. En tant que chrétien, en tant que couple, vous devez vous mettre ensemble pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour notre couple? Donc, la balance ne doit pas seulement peser d'un côté. Donc, considérer aussi les besoins. Et quand on parle de considérer les besoins, on ne parle pas seulement des boulots domestiques. On parle aussi des factures. On parle des charges de la maison. On parle même du plan sexuel aussi. Parce que sur le plan sexuel, votre femme ou bien votre mari a envie de vous. Mais vous, par exemple, vous prenez votre temps, vous êtes à la télévision ou bien vous êtes au téléphone. Surtout que nous sommes dans le confinement. Vous êtes au téléphone jusqu'à X heures. Vous êtes au téléphone à la télévision jusqu'à X heures. Et votre conjoint qui vous attend dans la chambre est fatigué. La personne, le monsieur vient vers toi, madame, pour dire, ah, vraiment, est-ce que tu n'as pas sommeil? En fait, la personne met des stratégies pour que tu le rejoignes dans la chambre parce qu'il a un besoin. Mais toi, madame, c'est là que tu vas dire que non, 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 je vais regarder le dernier film là. Attends, on est à la 2e épisode. Ou bien toi, monsieur, quand madame va dire, ah, vraiment, il ne fait pas trop tard, allons se coucher. C'est là que tu vas dire, non, 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 je suis en train de voir ce que le ministre va dire par rapport au coronavirus. Vous avez des besoins. Et ce ne sont pas seulement que des besoins sexuels. Ça peut être des besoins, être à l'écoute de l'autre. Vous voyez que votre femme ou bien votre mari est triste. Vous voyez que votre femme ou bien votre mari n'est plus enthousiasmé comme avant. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous devez être à l'écoute pour savoir, mais pourquoi mon conjoint ou bien ma conjointe est subitement triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Vous devez donc être à l'écoute des besoins de votre conjoint. Vous devez considérer ses besoins. Et quand on parle de considérer ses besoins, le plus souvent, les gens vous banalisez les problèmes des autres. Quand la femme te dit, ah, vraiment, tu m'as fait ça, ou bien le mari dit, non, tu m'as dit ça, j'ai été frustré, j'ai été vraiment rabaissé, à cause des petites choses que j'ai dit là. Vous banalisez, vous ne considérez pas la blessure que vous pouvez infliger à autrui. Et donc ça aussi, c'est une forme d'égoïsme. C'est une forme d'égoïsme. Et le plus dramatique, c'est que quand on commence à faire du chantage dans le couple, ah, si tu ne me donnes pas ça, je ne fais pas ci. Ah, c'est comme si. Donc, quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous commencez à menacer. Moi, je vais partir. Parce que vous savez que la femme tient à vous, ou bien le monsieur tient à vous, ou bien le monsieur, ou bien la femme est dans une situation où elle n'a pas envie de refaire sa vie encore. Donc, vous menacez. En tout cas, si tu me fais faire ça, moi, je vais partir. Si tu ne me fais pas ci, moi, je vais partir. Et donc, vous êtes là. Et ça devient des menaces. Et même si ce n'est pas intentionnel, deux fois ce que vous dites là, vous ne voulez pas partir. Vous ne voulez pas réellement partir. Mais du fait que vous savez qu'en appuyant sur ce bouton-là, la personne, votre conjointe, ou bien votre femme, ou bien votre mari est obligé de céder, vous exagérez. Et donc, à chaque fois que vous avez un besoin, c'est les menaces. Quand vous voyez que la chose n'est pas en train d'arriver, vous commencez à menacer. Ah, je vais partir. Ah, je vais partir. Et tout ça, c'est des formes d'égoïsme qui ne sont pas du tout bien. C'est égoïste. Et donc, ce soir, nous allons parler vraiment des cas d'égoïsme. Il y a aussi des conjoints qui relaient après tous ces trucs-là, après toutes ces choses, toutes ces charges de la maison, après toutes ces choses où la balance pèse d'un seul côté, les conjoints sont relayés au second plan et ils vivent cela très mal. Ils vivent cela mal parce qu'ils savent que il a un conjoint égoïste, parce qu'ils savent que ça c'est de l'égoïsme. Et en plus de cela, il y a le manque d'attention et le manque d'intérêt. Ce qui est contraire au bon fonctionnement du couple. Ce qui est contraire au bon fonctionnement de la relation. Donc, l'égoïsme va remplacer
petit à petit, les bons sentiments qu'on avait de l'autre. Ça veut dire que si l'autre était gentil, si on dit, ah, mon mari, là, ou bien ma femme, elle est très gentille, ah, ma femme, ou bien mon mari, il est souple, mais à cause du fait que tu es très égoïste, à cause du fait que tu es dans ton intérêt, tu cherches toi seul ton intérêt, ça va commencer à faire perdre les valeurs que cette personne avait de toi. Mais ça va commencer à faire perdre l'image que cette personne avait de toi. Parce que à chaque fois, la personne va... À chaque fois, la personne va se dire, ah, vraiment, je me sens comme ça, je me sens ceci. Donc, la frustration, petit à petit, ça va envoyer le stress. Parce que la balance va peser d'un seul côté. Le monsieur ou bien la femme qui fait tout, mais en son retour, qui ne reçoit rien. Le monsieur ou bien la femme va dire non, je ne peux pas, en tout cas à cause de ça. Et donc, la balance va peser d'un seul côté. Et c'est ce qui fait que les bons sentiments qu'on avait d'autrui, les bons sentiments qu'on avait de son conjoint vont disparaître. Et le stress va s'installer parce on est fatigué, parce qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts face à cette situation. Et donc, l'homme qu'on voyait, ou bien la femme qu'on voyait bien, la femme qu'on voyait gentille, ou bien l'homme qu'on voyait bien, on va commencer à voir sa méchanceté. On va commencer à voir son égoïsme. On va commencer à voir tous les petits défauts. Pourquoi? Parce que l'homme aura occasionné tout cela. Et je vous dis que l'égoïsme est la deuxième raison du divorce dans le monde, après l'infidélité. Donc, c'est un problème vraiment sérieux pour les couples. C'est un problème sérieux pour le couple. Il y a aussi l'indifférence et l'insensibilité. On veut à tout prix que notre conjoint fasse ce qu'on veut. On veut à tout prix que notre conjoint fasse ce qu'on aime. Mais en retour, on ne cherche pas à donner cela à notre conjoint. On ne cherche pas à donner cela aux autres. Et donc, on continue dans notre aveuglement. On continue à faire tout ce qu'on veut à tout prix. Parce qu'on se dit, c'est comme ça qu'on veut fonctionner. Et le plus souvent, on est indifférent. Il y a des petites choses dont on est indifférent et qui peuvent frustrer l'autre. Par exemple, vous êtes deux dans la maison. Et il y a la bouteille de savon, le savon liquide dans la douche. Tu sais qu'il reste petit. Tout le monde est venu du travail, il n'y a plus de savon. C'est le petit bout de savon là qui reste. Et toi, monsieur ou madame, tu vas te doucher et tu prends tout le savon. Mais l'autre là, elle va utiliser quoi? Ça, c'est une manière d'être égoïste. C'est-à-dire que tu ne penses pas aux autres. L'égoïste ne pense pas aux autres. L'égoïste, il fait ce qui lui plaît, ce qui va le rendre heureux. Mais il ne se dit pas que non, je vais penser aux autres. Je vais penser aux autres. Il ne le dit pas. Et ça continue. Donc, il y a aussi ce problème-là où l'égoïste est indifférent. Il est insensible à la douleur de l'autre. Il est insensible à la douleur de l'autre. Il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il se dit que, bon, des fois, mais ce n'est pas le savon, des fois, c'est la nourriture. Des fois, c'est la nourriture. Tu viens parce que c'est toi qui es papa ou bien c'est toi qui es maman dans la maison. Hein? Tu ne penses même pas qu'il y a d'autres personnes dans la maison. Tu ne penses pas qu'il y a des enfants même dans la maison. Tu viens, tu ramasses toutes les viandes de la sauce. Parce que toi, tu aimes crabe, tu vas prendre tous les crabes de la maison. Et ceux qui sont là, ils mangent quoi? C'est une manière d'être égoïste. Parce qu'on ne pense pas aux autres. On pense à soi seulement. On pense à soi seulement. Mais tout ça, qu'est-ce qui a occasionné tout ça? C'est l'estime de soi. Parce que quand on commence dans la relation, on n'a pas de on ne s'assoit pas sur des bases. Et comme on dit, bon, j'aime mon mari, j'aime ma femme et tout. Donc, on est prêt à dire oui à tout. On est prêt à donner de tout. On est prêt à dire oui à tout. On est prêt à faire vraiment tout ce qu'on veut pour plaire à l'être aimé. Mais souvent aussi, on ne sait pas qu'on a affaire à quelqu'un qui est égoïste. Parce qu'on peut dire oui au challenge. Parce que cela nous permet de voir notre potentialité en tant que personne. On peut dire oui aux efforts. Parce que cela nous aide aussi à affronter certaines situations difficiles de la vie. On peut dire aussi oui même à la difficulté. C'est-à-dire le conjoint, il vient et il te dit oui.
Tout ce que tu lui dis, ah, chérie, tu veux manger ça? Oui. Chérie, est-ce que je peux faire ça? Oui. Chérie, est-ce que je peux avoir ta carte bancaire? Tu n'as pas de limites parce que tu as envie de plaire. Tu n'as pas de limites parce que, selon toi, c'est comme ça que tu dois agir pour plaire à ton conjoint. Mais il arrive aussi que le conjoint, sachant que tu dis oui à tout et que tu n'as pas de limites, tu ne dis pas non parce que pour toi, le oui, là, ça te rend heureuse. Donc, il commence à utiliser ce oui contre toi parce qu'il sait que tu ne diras jamais non. Et souvent, tu as peur de dire oui, tu as peur de dire non du moins parce que il va te juger. Tu as peur de dire non pour ne pas le décevoir. Et pendant que tu es en train de dire oui, en sachant que ça te fait mal, toi-même, tu n'es pas contente. Toi-même, tu n'es pas pour ce qui est en train de se passer. Tu le fais mal. Là, c'est en train de te détruire parce que c'est pas parce que quand on dit oui, on doit le faire avec amour. Quand on dit oui, on doit c'est pas de façon forcée. Quand on dit oui, on doit vraiment le faire avec plaisir. On ne le fait pas parce qu'on est oppressé. On ne le fait pas parce qu'il y a quelqu'un vraiment à qui on stresse. Ah non, si je ne dis pas oui, il va aller dehors. Ah non, si je ne dis pas oui, il va aller, il va plus m'écouter. Ah non, si je ne dis pas oui, j'ai un handicap. Donc, on est obligé de dire oui, même quand ça ne nous plaît pas. Non, il faut que madame, il faut que monsieur, tu apprennes à dire non quand ça ne te plaît pas. Parce que c'est ça aussi dans le couple. Dans le couple, on doit s'asseoir, parler, discuter. On doit s'asseoir, parler, discuter. C'est pas parce que ton conjoint, ou bien ta conjointe dit oui, oui, toujours, que tu dois abuser. Et quand maintenant le jour qu'elle dit non, ça devient du chantage. Ah, tu as changé. Ah, tu n'es plus comme ci. Ah, tu n'es pas comme ça. Non. Non, madame. Non, monsieur, ça doit changer. Donc, il faut avoir toi-même, en tant que personne, de l'estime de soi. Il faut t'estimer toi-même. Il faut t'aimer aussi. Il faut t'aimer. Parce que tu n'as pas fait plaisir seulement. Tu le fais quand on fait plaisir, on le fait par amour. On ne le fait pas pour être détruit. On ne fait pas pour plaire forcément à quelqu'un par rapport à ce qu'il va nous donner. En ce moment, ça devient de l'égoïsme. Et il faut que, monsieur, tu comprennes que tu es en train de stresser ou bien assujettir quelqu'un. Madame, il faut que tu comprennes que ta manière de procéder, elle est méchante, elle est mauvaise. Et ça, c'est de l'égoïsme, c'est de la manipulation. Et c'est ce que nous lisons quand tu lis le livre de 2 Rois, c'est ce que Jézabel a fait. Parce qu'elle voulait le champ de Naboth, elle a dit à son mari, calme-toi, je vais m'occuper de ça. Et elle a fait tuer Naboth. Pourtant, elle était riche, elle avait tout, elle pouvait avoir tout. Mais elle a convoité la vigne de Naboth jusqu'à lui ôter la vie. Et c'est ça l'égoïsme. L'égoïsme, il pense à lui seul. Il ne pense pas que les autres ont besoin aussi. Il pense à lui seul. Donc, il faille que tu réfléchisses et que tu apprennes à dire non quand il faut dire non et que tu apprennes à dire oui quand il faut dire oui parce que c'est pour la bonne marche du couple. Personne ne doit assujettir son ami dans le couple. Personne ne doit manipuler son ami dans le couple. Personne ne doit manipuler qui que ce soit. Parce que quand vous êtes mariés, quand vous avez décidé d'être ensemble, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais personne ne doit assujettir son conjoint. Amen. Et il y a aussi l'égoïsme au lit. Amen. Excusez-moi, je vais continuer. Il y a l'égoïsme au lit. Voilà. Le plus souvent, il y a des partenaires qui exigent des choses que eux-mêmes, ils ont trouvé. Ou bien aussi, la pornographie fait que de sorte que les gens, ils ont eu une expérience avant qu'ils veulent même ramener ça dans le couple. Et donc, ils veulent accomplir tous leurs fantasmes dans le couple. C'est là que tu as trouvé la femme, ou bien tu as trouvé le monsieur qui est puceau, ou bien qui est vierge, qui ne sait pas, tout est oh là là. Et toi, tu vas faire des grands trucs que la personne même ne sait pas. Amen. Donc, voici aussi de l'égoïsme dans le lit. L'égoïsme dans le lit exige les choses qui ne vous mettent pas à l'aise. Qui ne vous mettent pas à l'aise, qui ne vous font pas plaisir. Or, cependant, la sexualité est faite pour se donner du plaisir. La sexualité est faite pour être ensemble. La sexualité est faite pour s'épanouir dans nos corps. Mais l'égoïsme va t'exiger des choses, des positions, des trucs que toi-même tu ne peux pas faire. Quand tu quittes là, tout ton corps te fait mal. Parce que lui, ça lui plaît. Ou bien elle, ça lui plaît. Donc, elle va te dire des choses que toi-même tu dois aussi faire. Pourtant, ça ne te plaît pas. Tu peux dire non. Il y a aussi
que l'égoïste dans le lit, il cherche à se satisfaire lui-même. Il ne cherche pas à vraiment plaire, il ne cherche pas à donner du plaisir. Amen. Il ne cherche pas à donner du plaisir, il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à se dire que bon, je dois donner du plaisir à ma conjointe ou bien je dois donner du plaisir à mon conjoint. Non, il ne le fait pas. Il fait de sorte qu'il soit lui seul heureux. Comme il y a une femme qui me disait vraiment, elle est étouffée parce que son mari n'aime pas les préliminaires. Donc lui, il vient comme ça directement, il saute sur elle comme un bûcheron. Et ça la fatigue. Et elle a beau parler, ça ne change pas. Donc il y a des gens comme ça, qui ne pensent pas à ton bien-être, qui ne pensent pas que tu as besoin de cette sexualité-là pour aussi t'épanouir dans le couple. Mais ils cherchent à faire des choses qu'eux-mêmes, ils voudraient faire. Et cela devient, excusez-moi, du chantage. Et l'un des conjoints se sent forcé de faire des choses qu'il n'aime pas. L'un des conjoints se sent forcé de faire des choses qu'il n'aime pas. Et il y a aussi des gens qui pensent que au lit, ça aussi c'est une manière d'être égoïste. Parce que tu veux satisfaire seulement, tu veux te satisfaire toi-même. Que ta femme ou bien que ton mari n'est pas satisfait, ça c'est pas ton problème. Pendant que toi tu prennes ton pied et puis c'est bon. Tu continues la vie. Et ça c'est des choses, c'est malsain. Amen. Le plus souvent, les hommes pensent que les femmes aiment moins le sexe. Que les femmes n'aiment pas le sexe. Donc, ils s'en foutent des préliminaires, ils s'en foutent de tout ce genre de choses-là. La femme, elle prend son temps dans la sexualité. La femme, elle n'est pas sauvage. Elle prend son temps pour vraiment découvrir l'amour, parce que c'est l'amour qu'on vient faire en fait. Voilà, c'est l'amour qu'on vient faire. Donc, ce n'est pas une olympiade du sexe pour dire que vraiment, voici les enjeux. Donc, il faut qu'on se donne de l'amour, il faut qu'on se libère, qu'on soit à l'aise l'un à l'autre. Il faut que chacun apporte son tout. C'est comme Jésus. Jésus s'est donné pour l'église. Donc, toi, en tant que mari, tu dois te donner pour ta femme. Femme, tu dois aussi te donner à ton mari. Et c'est comme ça se passe. Mais il n'y a pas un qui doit vraiment détruire la vie de l'autre. Donc, il y a aussi un point qui est vraiment important. Et ça concerne les hommes. Ça, c'est une manière aussi d'être égoïste. Parce que le conjoint, le mari, le plus souvent, il se sent forcé de donner de l'orgasme à sa partenaire. Il se sent obligé de donner de l'orgasme à sa partenaire. Bon, français courant, excusez-moi s'il y a les enfants parmi nous, mais il se sent obligé de faire jouir sa femme. Et pour lui, ça devient comme un trophée qu'il a gagné. Ça devient comme un trophée, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il veut pour pouvoir arriver à cela. Oh, c'est pas forcé. Se donner du plaisir, c'est pas forcément arriver à la coûte que coûte. À partir du moment où tu te sens forcé à le faire, ça devient de l'égoïsme. Parce que c'est pas là où on va comprendre que tu étais dangereux. C'est pas là où on va voir que tu es très fort au lit ou bien tu tiens le coup au lit. Non, c'est pas cela. C'est tout le contour de la sexualité de A à Z là qui fait que ta femme peut apprécier. Mais c'est pas en te jouant, hein, comme un bûcheron que tu vas arriver à satisfaire vraiment ta conjointe. Donc aussi, le fait de forcément chercher à donner de l'orgasme à son partenaire est de l'égoïsme. Amen. Et encore, nous allons parler de comment, nos 30 minutes sont presque terminées, comment essayer de faire, vous pouvez toujours appeler ou bien envoyer vos tests en commentaire pour dire ce que vous pensez vraiment de l'égoïsme. Amen. C'est le 0 75 70 64 00 94. Vous pouvez aussi laisser en commentaire ce dont vous voulez qu'on parle. Mais on va aussi parler de comment essayer. C'est vrai, toutes ces choses arrivent. C'est vrai, vous êtes dans une situation où le conjoint est égoïste, le conjoint ne pense qu'à lui seul, le conjoint ne pense que à son bien-être. Et même dans la sexualité, il ne pense qu'à son bien-être. Donc, comment essayer, parce que cela pèse, ça pèse dans la balance. Comment essayer de faire prendre conscience à l'autre? Comment essayer de faire comprendre à l'autre qu'on en souffre? Comment essayer de faire comprendre à l'autre que cette situation ne nous plaît pas, cette situation ne nous arrange pas?
Comment essayer vraiment de faire comprendre à l'autre. Amen. Donc, vous allez dire, dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez de comment essayer de remédier à cela, comment essayer de faire prendre conscience à l'autre. Vous êtes avec un mari, vous êtes avec une femme qui est égoïste, qui, après tout ce qu'on a dit, vous pensez que cette personne est égoïste. Qu'est-ce que vous faites pour l'amener à prendre conscience? Qu'est-ce que vous faites pour amener à changer la situation? Parce que là, le but n'est pas que vous vous séparez de cette personne. Le but n'est pas, mais il y a une situation qu'on veut arranger. Il y a une situation qu'on veut stabiliser, qu'on veut restaurer. Donc, en tant que personne, en tant que monsieur, en tant que madame, comment est-ce que vous essayez de faire comprendre ou bien de faire prendre conscience à l'autre de la situation d'égoïsme dans le couple? Quel est l'impact effectivement, c'est très mauvais parce que c'est malsain. Nous avons parlé de l'aspect positif et l'aspect négatif qui est malsain, qui est destructeur. Donc, cette égoïsme destructrice-là, comment est-ce que vous faites pour remédier à cela? Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens. Amen. Voilà. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 13. Il dit l'amour est patient et l'amour est... 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Il dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Et au verset 10, il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc, c'est pourquoi nous devons voir aussi, nous devons savoir que l'amour est patient. Selon 1 Corinthiens 13, l'amour ne se vante point d'orgueil. L'amour supporte tout. Donc, c'est pas parce que l'amour supporte tout que tu vas venir infliger de la souffrance à autrui. C'est pas parce que l'amour supporte tout que tu vas venir et puis assujettir la vie d'une personne parce que tu es égoïste. Donc, quand on est égoïste et qu'on est dans le couple maintenant et qu'on a compris toutes ces choses-là, les signes de l'égoïsme, qu'on a compris quels sont les cas d'égoïsme, qui sont les différences dans le lit et tout cela, qu'on a compris l'impact, comment essayer de faire prendre conscience à l'autre. D'abord, il faut discuter. Il faut discuter, dire à l'autre ce qui ne va pas, mais il faut le faire gentiment. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des palabres, il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes pour dire, oh oui, tu m'as fait ça, tu m'avais fait ça en 1973, tu m'avais fait ça, en 1982, tu m'avais fait ça, en 1923, Non, tu ne vas pas attendre les palabres pour toujours te justifier. Donc, il faut attendre au bon moment, il faut attendre quand tout le monde est content, il faut attendre vraiment le moment propice pour discuter avec votre partenaire, pour lui dire, écoute chérie, vraiment depuis un certain temps, voici il y a ci, voici il y a ça, et vraiment ça ne va pas. Et en cela, vous allez voir maintenant comment partager les tâches. Comment partager les tâches pour que tout le monde soit apaisé et que vraiment ce soit aussi apaisé. Mais quand partager les tâches aussi, ne prenez pas par exemple le monsieur, tu sais qu'il n'aime pas laver la vaisselle. Et tu vas lui dire, non, toi il faut laver la vaisselle, moi je vais faire le ménage. Pourtant tu sais qu'il n'aime pas laver la vaisselle. Donc, vous devez aussi trouver des compromis. Ou des compromis pour s'entendre. Parce que depuis lors, vous avez fait des sacrifices. Et puis, je voulais souligner un point. Le plus souvent, les conjoints dans le couple, ils font des compromis et des sacrifices par amour. La femme, elle peut dire, ou bien l'homme peut dire, bon, moi, j'arrête de travailler pour l'éducation des enfants. J'arrête de travailler pour l'éducation de nos enfants. J'arrête de travailler pour m'occuper de la maison. Et l'homme aussi, il peut aussi arriver à faire des sacrifices. Mais à un moment donné, ces sacrifices-là pèsent parce que le conjoint ou bien la conjointe ne voit pas les biens fondés de ce sacrifice-là. Il ne valorise pas cela. Il ne félicite même pas son conjoint ou sa conjointe pour les sacrifices. Mais quand il va commencer à parler, ça peut dire, oh non, c'est moi, je fais tout dans la maison. Tout me revient. Je travaille, je fais ci, je fais ça. C'est moi, je paye les factures. En oubliant que ta conjointe, par exemple, elle est restée à la maison
par ton consentement pour s'occuper des enfants, par exemple. Ou bien c'est le monsieur qui est resté à la maison pour s'occuper des enfants. Ça, c'est des sacrifices. Mais quand les sacrifices, à partir du moment où les sacrifices ne sont pas faits dans la bonne humeur et que ça devient stressant, c'est une forme d'égoïsme aussi. Donc, à ce niveau de comment essayer de faire prendre conscience à l'autre, il faut trouver des compromis. Des compromis qui arrangent tout le monde. C'est-à-dire le monsieur, par exemple, ou la femme, par exemple, dit, bon, on va partager les charges à ce niveau pour apaiser tous les conflits dans le couple. Donc, il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver l'équilibre. Monsieur prend cette partie, madame prend cette partie. Donc, toi, à tes heures libres, tu peux aller au sport. À tes heures libres, tu peux aller voir des amis. À tes heures libres, tu peux faire ton planning. Ça ne dérange pas. Mais à partir du moment où l'autre est submergé, l'autre est surchargé, et c'est là maintenant, toi, tu commences à faire tous les réunions de Londres, mais tous les réunions de où tu veux, ça devient trop. Donc, il faut trouver des compromis pour équilibrer la relation. Il faut trouver des compromis pour équilibrer vraiment tout ce qui est en train de se faire dans la maison. Et donc, il y a aussi ça, trouver des compromis pour apaiser tous les conflits dans le couple. Il faut aussi demander à la conjointe ou au conjoint qu'est-ce qu'il préfère, qu'est-ce qu'il apprécie dans ces tâches-là, qu'est-ce qu'il souhaiterait faire. Parce que tu ne peux pas lui imposer quelque chose où il n'est pas à l'aise, pour lequel il va bouder après. Donc, il faut aussi demander qu'est-ce que la personne préfère et comment est-ce que la personne serait à l'aise pour accomplir ces tâches-là. Et quand la personne commence à vraiment commence à faire ces tâches-là, il faut apprendre à valoriser aussi ces personnes. Il faut apprendre à complimenter. Il faut apprendre à valoriser. Il ne faut pas rester là toujours pour juger. Il ne faut pas rester là toujours pour vraiment critiquer. Ou bien on se met souvent devant, se mettre là pour dire que non, tu ne devais pas faire ci. À chaque fois, non. Il faut apprendre à complimenter. Il faut apprendre à valoriser. C'est très, très important. Parce que quand on ne valorise pas son conjoint, quand on ne valorise pas sa conjointe, c'est ce qui fait qu'il y a des frustrations, c'est ce qui fait qu'il y a des choses et ça envoie le stress, ça envoie des problèmes, des conflits dans le couple. Et c'est pour cela qu'il faut essayer de valoriser et de complimenter. Et en ce moment, devant les partenaires, mutuellement, vous vous complimentez. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas dans une seule des parties. Donc, mutuellement, vous vous complimentez. Mutuellement, vous vous appréciez. Et même si tu vois qu'il y a ton conjoint qui a fait quelque chose, tu sais que c'est gauche, tu n'as pas besoin de lui faire les reproches en même temps. Parce que ça aussi, ça casse l'élan de ce qu'il était en train de faire. Je prends juste un exemple. Par exemple, si c'est le monsieur qui doit faire le ménage et qu'il a fait la serpillère dans le salon et puis il reste encore plein d'eau. Tu ne sautes pas sur le seau de la serpillère pour dire qu'il y a trop d'eau. Et l'eau là, comment l'eau est remplie ici? Tu prends, tu nettoies. Brou, brou, brou. Non, tu ne fais pas ça. Tu lui dis d'abord merci pour l'effort. Pas parce que c'est ton travail, ce n'est pas le travail de quelqu'un, c'est vous de votre travail. Mais le fait qu'il ait fait, ah vraiment merci, ah vraiment tu as fait beaucoup d'efforts, tu as fait ça, vraiment tu as fait ça. Et après, maintenant, même si tu vas lui dire, bon, écoute, c'est vrai que si peut-être si on avait mis l'eau là, on dirait l'eau est un peu plus, hein. L'eau est un peu plus, prochainement, je pense qu'on peut faire moins d'eau. Ça veut dire que tu partages, tu lui fais comprendre que ce n'est pas de sa faute et que vous deux, vous êtes là-dedans à le faire. Au moment où tu dis cela au pluriel, il se sent concerné, tu te sens concerné. Donc, il ne voit pas cela comme un travail sur sa personne. Et là, c'est plus intéressant. Aussi, tu ne peux pas faire le mélange tu ne peux pas faire le mélange de compliments. C'est-à-dire, en même temps, tout de suite là, tu as fait les compliments. Tout de suite là, tu viens, tu dis autre chose qui va le faire fâcher. Donc, il faut trouver les bons moments pour faire les reproches. Il faut trouver les bons moments pour évoluer. On a presque terminé. Il faut trouver les bons moments pour terminer. Amen. Et donc aussi, après cela, comment essayer de faire prendre conscience à l'autre? Il y a aussi le fait que nous devons aussi nous revoir. Nous devons aussi nous mettre nous devons aussi prendre conscience de notre état. Parce que le plus souvent, on accuse les autres. Le plus souvent, nous sommes susceptibles d'être ou de devenir égoïstes aussi.
Parce qu'à force de chercher à voir de l'autre côté, à force de chercher à dire c'est l'autre qui est égoïste, c'est l'autre qui est égoïste, finalement, nous-mêmes, nous devenons égoïstes. Donc, à un moment donné, il faut se remettre en cause. À un moment donné, il faut se dire que bon, on a besoin aussi de faire nous aussi notre mea culpa pour vraiment sortir de l'égoïsme ou pour ne pas devenir égoïste. C'est important. Donc, pour terminer, ce soir, vraiment, pour terminer en ce qui concerne l'égoïsme, il faut que, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est de rechercher l'amour et de rechercher l'amour. Donc, nous devons chercher à faire plaisir à son conjoint. Nous devons chercher à faire plaisir à notre conjoint. Nous ne devons pas chercher notre intérêt personnel parce que cela est démoniaque et cela ne vient pas de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 3 à partir du verset 2. C'est ce qu'il a dit dans 2 Timothée 3 à partir du verset 2. Il dit, car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. Donc quand tu es égoïste, tu cherches ton intérêt, tu cherches le gain. Tu ne penses pas aux autres. Et donc, la première des choses, c'est que quand on est égoïste, on n'est plus de Dieu en ce sens que nous n'avons pas la nature de Christ en nous parce que Jésus s'est donné en sacrifice pour nous. Et la première recommandation que Dieu nous, la deuxième recommandation du moins, il dit quand tu aimeras ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Donc, le fait de ne pas d'assujettir ou bien d'être égoïste ne nous aide pas à aimer notre conjoint. Donc, nous devons chercher à nous remettre en cause. Nous devons chercher à donner de l'amour. Nous devons chercher à plaire à notre conjoint. Nous devons chercher à vraiment chercher le bonheur de notre conjoint. Et si cela est fait de façon équitable, si cela est fait de façon réciproque, il y aura la paix dans le foyer. Il y aura l'amour dans le foyer. Parce que souvenez-vous que l'égoïsme est la deuxième raison de divorce dans le monde après l'infidélité. Donc, il n'y a pas que seulement l'infidélité pour lequel on divorce. Pour l'égoïsme aussi, on divorce. Donc, le plan de Dieu n'est pas qu'on se sépare. Ou bien, même si nous ne sommes pas encore mariés et qu'on est dans une relation de couple, on peut être fiancé, on peut être en train de prier à quelqu'un, même si on n'est pas encore dans les fiançailles. Mais il faut qu'on ne cherche pas notre intérêt. Et le plus souvent, quand on sort pour des gens qui ont déjà vécu des choses, qui sortent des relations difficiles, en tout cas, ils sont sur la garde-fou. Ce qui s'est passé dans ma première relation, je ne veux pas que cela m'arrive. Et ils commencent à mettre des restrictions. Ça, c'est une manière d'être égoïste parce que vous ne pensez qu'à vous. Parce que vous sortez d'une relation difficile, donc vous dites que non, je ne veux plus vivre la situation. Non, je ne veux plus vivre ça. Et le plus souvent, ce conjoint-là qui vient d'arriver, ou bien cette personne qui vient d'arriver dans votre vie, paye les pots cassés. Et ça, c'est de l'égoïsme parce que vous ne pensez pas aussi au bien-être de cette personne. Vous pensez à votre bien-être, à vous seulement. Vous pensez que c'est de vous qu'il est question. À partir du moment où vous pensez à votre bien-être, vous seulement, sans chercher à comprendre ce que l'autre vit, sans chercher à comprendre ce que l'autre peut engendrer, c'est de l'égoïsme. Donc, quel impact que l'égoïsme peut apporter dans un couple? L'égoïsme peut apporter le stress, la frustration, la dépression, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas, qui subissent et qui se disent que non, je suis là, par exemple, pour des femmes, non, je suis là pour des enfants. Je suis là que mes enfants grandissent. Je n'ai pas envie que mes enfants soient seuls. Et donc, madame, elle est là sous prétexte à cause des enfants et elle subit ton égoïsme. Et elle vit une situation de dépression parce qu'elle peut devenir folle. Elle peut avoir un AVC. Donc, l'égoïsme crée des maladies incurables qui sont les maladies cardiovasculaires, qui sont les maladies du cœur et tout ça. Donc, ça a un mauvais impact sur la santé. Et même des hommes aussi. Il y a des hommes qui voient que les femmes sont égoïstes. La femme, elle construit au pays, le monsieur n'est pas au courant. La femme, elle fait Western Union, le monsieur n'est pas au courant. Quand il y a l'argent du foyer, c'est pour seulement... son argent, c'est pour elle. Mais l'argent du monsieur, c'est pour les deux. C'est pour le couple. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est de l'égoïsme. Et il ne faut pas agir comme ça. Sois béni, prophète. Merci. Ça me fait plaisir. Vraiment, merci d'être là. On est presque à la fin, mais ce n'est pas bien grave. Et voilà. Donc, il y a ces choses-là. Il y a ces choses-là. Et il y a des choses aussi où le monsieur ou la femme ne cherche pas le bien-être. Ne cherche pas le bien-être de son conjoint.
Et ça, c'est des choses qui peuvent détruire le couple. Quand tu prends par exemple la vie du foyer, tu l'envoies devant tes parents et que tu souhaiterais que vraiment ma femme, elle ne fait pas ci, ma femme, elle ne fait pas cela, mon mari, il ne fait pas ci, mon mari, il ne fait pas cela. Mais tu es en train d'exposer ton conjoint ou ta conjointe devant tes parents. Et demain, quand ça va chez vous, là, comment vous voulez que vos parents pensent? C'est de l'égoïsme parce que dans ta tête, tu veux qu'on voit la personne là comme le mauvais. Donc, voici aussi, ça détruit les liens familiales. Ça détruit ces liens-là. Ça détruit tous ces liens. Ça détruit les liens familiales dans le couple. Donc, nous devons faire très attention. L'impact que l'égoïsme a dans le couple, ça veut dire que tu n'aimes aussi, on a parlé aussi des critiques. Les critiques des parents, les critiques des amis, les critiques de tout. Donc, il faut apprendre à être une personne sage. Il faut apprendre à être une personne sage parce que s'il n'y a pas de la sagesse, l'égoïsme va prendre le dessus et la relation sera détruite. Donc, quel impact encore que cela peut avoir? Parce que quand on est stressé, quand on est dépressif, soit on quitte le foyer ou soit on reste dans le foyer pour mourir. Parce que c'est vrai, quand on va dans les hôpitaux psychiatriques, ceux qui sont là-bas, le plus souvent, c'est des cas de foyer. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, mon frère, si tu es égoïste avec ta femme, ma soeur, si tu es égoïste avec ton mari, que tu ne pensais qu'à toi seul, il est temps que tu te remettes en cause de l'impact que cela peut avoir sur tes enfants, de l'impact que cela peut avoir sur ta maison. Si tu te dis que non, mon mari est égoïste, ma femme est égoïste, donc je vais partir. Mais tu vas aller recommencer un autre foyer où la personne sera encore la même chose. Parce qu'il y a que tu te remettes en cause. Il faut te remettre en cause. Et donc ce soir, voici, on est à la fin. Mais ma prière, c'est que chacun de nous se remette en cause. Parce qu'on a tendance à accuser l'autre. On a tendance à dire, oh, c'est l'autre le mauvais. On a tendance à vilipender l'autre sous prétexte que soit il n'aime pas Dieu. Ça dépend du domaine spécifique que vous traitez votre problème. Ça peut être pour des problèmes, c'est pour des problèmes domestiques, mais ça peut être même pour le problème de la fonction. Comme il y a une femme que j'ai reçue, une dame, une servante de Dieu que j'ai reçue qui disait que non, son mari ne la laisse pas servir Dieu, son mari est jaloux de son ministère. Ton mari ne peut pas être jaloux de ton ministère parce qu'il est une autorité établie sur toi. Même si tu es à l'université, tu as fait l'université de la Sorbonne, que tu as, je ne sais pas, tu as le doctorat, ou bien même que tu as PhD si tu veux, ton mari est une autorité établie sur toi, quels que soient tes diplômes, même si le monsieur n'a pas de diplôme, devant Dieu, il est une autorité sur toi, il est ton maître. Donc, il ne peut pas être jaloux, même s'il est jaloux, il peut pas, tu as dit que tu dois être sous sa mission. Non, il ne peut pas être jaloux de ton ministère, non, ou bien mon mari ne me laisse pas prêcher. Il est jaloux de moi, il ne va pas être jaloux de ton ministère. Parce qu'il a une autorité sur toi, il va t'aider à rentrer dans ta destinée. C'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui sont jaloux de les femmes. Parce que la femme là, elle a l'onction. Elle a la grâce de Dieu sur sa vie. Mais monsieur, il faut la laisser servir son Dieu. Parce que si elle le fait, c'est pour la gloire de Dieu. Donc tu dois la coacher, tu dois l'aider à rentrer dans son ministère. Parce que même dans l'église encore, il y a l'égoïste. Monsieur veut qu'on le regarde lui seul. Madame veut qu'on la regarde elle seule. Je vais m'arrêter à là. Soyez bénis. Merci de participer. Merci de soutenir vraiment cette œuvre. Nous le faisons vraiment. Non, vous n'êtes pas seul. Brisez le silence. Brisez le tabou. C'est maintenant 2 fois dans le mois. C'est-à-dire le 2e samedi du mois et le dernier samedi du mois. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour le prochain numéro. Vous êtes tous les bienvenus. Soyez bénis, soyez vraiment bénis. Merci d'être là. Et vraiment, notre rubrique tire à sa fin. C'est votre rubrique, c'est votre chronique. Soyez là vraiment pour soutenir cette œuvre. Soyez bénis et vraiment merci. Et que vraiment chacun de nous sorte de l'égoïsme, que chacun de nous se remette en cause pour pouvoir exceller et que nos couples soient équilibrés.
Parce que si l'adultère, si l'infidélité ne te fait pas sortir du couple, c'est la première raison. Il y a l'égoïsme qui peut te faire aussi sortir du couple. Donc, réfléchis à cela et dis-toi que j'ai besoin d'équilibrer mon couple. Remets-toi en cause pour apporter la stabilité. Remets-toi en cause si tu étais dans l'égoïsme, remets-toi en cause pour vraiment chercher à plaire à Dieu et à ton conjoint et à ta conjointe. Soyez bénis et qu'on a la prochaine séance qui est le 2e samedi du mois de juin. Soyez bénis et vraiment à plus tard.